La sage-femme d'Auschwitz, Anna Stewart. Traduit de l'anglais par Marilyn Burry. Avril 1946. Il y a des petits lits partout. Ils remplissent tout l'espace de cette salle bruyante, et chacun contient un bébé aux yeux grands ouverts. Ce n'est pas de l'espoir que l'on lit dans leurs yeux, ils sont encore trop petits pour ça, mais une sorte de besoin qui me va droit au cœur, et même plus profondément encore, jusque dans mon ventre. Voilà longtemps que je n'ai pas porté d'enfant, mais peut-être cette sensation ne nous quitte-t-elle jamais vraiment. Peut-être que tous les enfants que j'ai mis au monde ont laissé derrière eux un petit fragment de cordon ombilical qui me rend plus sensible au regard des bébés. Et peut-être que tous les enfants que j'ai aidés à venir au monde au cours de mes 27 années en tant que sage-femme m'ont influencé de la même manière. J'avance de quelques pas dans la pièce. Les lits d'enfants sont vieux et sommaires, mais propres et faits avec soin. Dans l'un d'eux, un bébé pleure, et j'entends une voix de femme entonner une berceuse d'une voix douce et apaisante. Les pleurs s'arrêtent bientôt, ne laissant plus que la musique. Comme tout dans cette pièce, elle n'a rien de grandiose, mais elle est pleine d'amour. Je souris et prie pour que cet endroit soit celui que nous cherchions. Es-tu prête ? Je me tourne vers la jeune femme qui se tient près de la porte. Elle en cramponne l'encadrement et ses yeux sont aussi écarquillés que ceux des petits orphelins. Je ne suis pas sûre. Je lui tends la main. Pardon, c'était une question idiote. Tu ne seras jamais prête, mais le moment est venu. Et si ce n'était pas ? Dans ce cas, nous continuerons de chercher. Viens. Je la prends par le bras, tandis que l'infirmière en chef avance entre les petits lits, sourire aux lèvres. Vous êtes là, quelle joie de vous voir. J'espère que le voyage n'a pas été trop pénible. Je réprime un petit rictus amer. Le trajet de ce matin a été simple, mais les années l'ayant précédé n'ont été qu'horreur et souffrance. Nul ne devrait avoir à emprunter un chemin aussi éprouvant pour parvenir dans ce lieu délabré où brille faiblement notre unique espoir. Nous y avons laissé toutes deux beaucoup de nos forces, et, quoi que j'aie pu dire, je ne sais pas si elle ou moi aurions l'énergie d'aller plus loin. L'infirmière semble comprendre. Elle hoche la tête en posant une main sur mon bras. Les années noires sont derrière nous maintenant. Je l'espère. Nous avons tous beaucoup trop souffert. Je tourne les yeux vers mon ami, qui s'est approché du berceau le plus proche de la fenêtre. Il abrite une petite fille dont les cheveux blonds encadrent un visage grave illuminé par le soleil. Voyant qu'on s'approche d'elle, l'enfant se redresse tant bien que mal sur ses petites jambes tremblantes mais déterminées. Mon ami presse le pas vers elle et tend une main à travers les barreaux du lit. La petite effectue le même geste et l'émotion me submerge. Il y a eu trop de barreaux, trop de barrières, trop de ségrégation et de division. « C'est elle ?» dis-je dans un souffle. « Son tatouage ressemble à ce que vous avez décrit, » répond l'infirmière en haussant les épaules. « Ressembler, ce n'est pas suffisant. Je sens mon cœur chavirer et soudain c'est moi qui ne suis pas prête et je voudrais à nouveau me retrouver sur ce chemin noir et âpre, car au moins, tant que nous marchons, l'espoir est encore permis. » Arrête, je suis à deux doigts de crier, mais le mot reste coincé dans ma gorge car ma jeune amie se penche déjà pour prendre l'enfant dans ses bras et son visage est empreint de plus de détresse, d'envie et de besoin d'amour que tous ceux de ces petits orphelins réunis. L'heure est venue de connaître la vérité et de voir si nos cœurs pourront guérir. « Esther !» Il l'appela depuis la foule. Un tram arrivait et, l'espace d'un instant, elle crut que Philippe allait essayer de traverser devant lui. Mais il recula au dernier moment, le regard hagard, et réapparut quelques secondes plus tard pour s'élancer sur les rails en l'appelant encore. « Esther !» Elle se leva. « Philippe, tout va bien ? » ?»« Non, enfin, si, je vais bien, mais pas le monde, pas la Pologne. »« Pourquoi ? Que se passe-t-il ? » ?»« Tu n'as pas entendu ?» Ils se tenaient 2 marches plus bas qu'elle, et, pour la première fois, leurs yeux se trouvaient au même niveau, de face. « Je suppose que non, sinon tu ne poserais pas cette question, » dit-il avant de soupirer. « Eh bien, que s'est-il passé ? L'Allemagne nous envahit. La Wehrmacht a franchi nos frontières. Plus aucun de nous n'est en sécurité. Tu vas devoir aller te battre ? Peut-être, s'il en est encore temps. Mais ils avancent vite et se dirigent vers Cracovie et Varsovie. Et Lutz ?
On ne sait pas encore, mais c'est possible. Nous avons une belle ville, avec beaucoup d'industrie. Les Allemands aiment l'industrie. Mais ils n'aiment pas les Juifs. Non, il paraît que certains font déjà leurs valises, rassemblent leur or et fuient vers l'Est. Et ta famille? Mon père ne quitterait sa boutique pour rien au monde, et même s'il le faisait, il s'interrompit et regarda Esther droit dans les yeux, avec gravité. « Eh bien, dit-elle, s'il le faisait, je ne partirais pas avec lui, pas sans toi. »« Sans moi » s'étrangla-t-elle. Mais il lui prenait déjà les mains et se mit soudain à genoux devant elle sur les marches étroites. « Esther Abrams, me ferais-tu l'immense honneur de devenir ma femme ?» Elle le dévisagea, médusée, tandis qu'autour d'eux, la rue Piotrowska semblait se figer. Deux vieilles dames poussant une brouette remplie de sacs de course s'arrêtèrent pour les regarder. L'une d'elles hocha la tête en adressant un clin d'œil à Esther avant que ses yeux ne reviennent se poser sur le beau jeune homme à ses pieds. Parce que c'est la guerre, Esther. Dès que j'ai appris la nouvelle, dès que j'ai pensé aux soldats, aux fusils et à l'ennemi marchant sur nous, une seule chose m'est venue à l'esprit, que cela risquait de me priver de toi. Et je me suis dit qu'il était déjà absurde que j'ai passé 23h30 de chaque jour de cet été sans toi et que je ne voulais pas perdre une demi-heure de plus. Alors, Esther, tu veux t'épouser? Oui, oui. Le mot jaillit de sa bouche, et ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, et leurs lèvres se rencontrèrent, et elle se dit qu'elle aussi avait perdu bien trop de temps jusqu'à ce moment. Le monde semblait danser une ronde de joie autour d'eux, en même temps qu'un son puissant retentissait à ses oreilles, comme si Dieu faisait soudain chanter tous les anges du ciel. Mais si tel était le cas, il avait choisi un bien étrange cœur, car le son prit bientôt des accents de hurlements sinistres, et ce n'est qu'en s'écartant de Philippe qu'elle comprit qu'il s'agissait de la sirène, signalant une alerte aérienne par les haut-parleurs disposés dans la rue. « Vite !» dit Philippe en lui prenant la main pour l'emmener dans la cathédrale. Au-dessus de leur tête, deux avions allemands sombres et menaçants fendaient le ciel bleu. Et Esther ne savait déjà plus si c'était le plus beau ou le plus terrible jour de sa vie. Question qu'elle se poserait encore de multiples fois au cours des noires années à venir. 19 novembre 1939. Anna. Anna Kaminski prit le bras de son mari tandis que Philippe, puis Esther, le rose aux joues, étaient emmenés jusqu'à la Oupa par leurs parents avant de se faire face sous le dais nuptial. Elle sourit en les voyant se regarder. Ils avaient l'air tellement heureux de se marier et sentit son âme s'apaiser. Elle avait bien fait de venir. Elle avait hésité lorsque l'invitation lui était parvenue. Peut-être s'inquiétait-elle trop, maintenant qu'elle avait bien dépassé la cinquantaine, mais elle s'était demandé si Dieu approuverait le fait qu'elle assistât à une cérémonie juive. Bartek avait eu le bon sens de se moquer de ses craintes. Bien sûr que Dieu veut que tu vois ces jeunes gens célébrer leur amour et leur union. Il y a bien trop de haine autour de nous en ce moment pour ne pas profiter pleinement d'une telle occasion, quel que soit l'édifice où cela se déroule. Il avait raison, et elle avait eu honte de douter de la sorte. Les Juifs étaient des gens sérieux, gentils et respectueux, et cela comptait beaucoup, surtout à une époque où s'imposer aux autres semblait devenir la norme. Depuis 2 mois et demi, les nazis avaient envahi la Pologne et imposé leurs lois et idéologies rigides à son peuple bien-aimé. Elle enrageait en voyant ces soldats pleins de suffisance parader dans sa ville, changer les panneaux indicateurs et établir de nouvelles règles sans le moindre respect pour les coutumes, les traditions, parfois même au mépris du bon sens et de la décence. Jésus avait appris aux hommes à tendre l'autre joue, mais les nazis avaient débarqué en frappant les 2 joues d'emblée, et il était difficile de pardonner une offense quand 10 autres vous tombaient déjà dessus. En de tels moments, elle se sentait plus proche des chrétiens de l'Ancien Testament, avec leur ardeur pleine de fureur, que du Nouveau Testament, ce qui était assez cocasse pour une fervente catholique comme elle. Elle balaya la synagogue du regard, tandis que le rabbin entonnait un chant mystique et sourd qui résonnait entre les murs peints. À leur arrivée, les invités avaient trouvé le trottoir étincelant de givre devant l'édifice. Mais le soleil s'immisçait maintenant par les hautes fenêtres et illuminait les piliers dorés et le mobilier, si bien que toute la salle semblait luire de l'intérieur. Elle devait bien admettre que tout cela n'était pas si différent de sa chère cathédrale Saint-Stanislas, et elle serra le bras de Bartek avec reconnaissance, heureuse qu'il l'ait incité à venir. De tout l'automne, c'était le moment le plus paisible qu'elle ait vécu.
Anna regarda attentivement Léa, la jeune sœur d'Esther, l'accompagner pour décrire 7 tours autour du futur marié, son doux visage empreint de solennité et les yeux rivés au sol, peut-être moins par piété que par souci de ne pas marcher sur la robe de sa sœur, songea-t-elle. Anna se rappela son propre mariage. Il avait beau s'être déroulé 23 ans plus tôt, elle en conservait un souvenir vif. C'était en 1916, au beau milieu d'une autre guerre, la Grande Guerre, disait-on, censée être la der des der, mais non. Aujourd'hui encore, les forces arrogantes de chaque côté de la Pologne saccageaient ces paisibles villes et villages. Pourquoi ne les laissait-on pas vivre en paix? Pendant des siècles, la Russie et l'Allemagne avaient considéré le pays natal d'Anna comme un territoire à s'approprier. En 1918, la Pologne avait enfin retrouvé sa souveraineté. Et voilà que ses voisins la violentaient à nouveau, cette fois avec des chars et d'énormes pistolets mitrailleurs. Anna frémit et s'efforça de se concentrer sur la cérémonie. Esther était revenue se poster face à Philippe, qui souleva délicatement le voile de sa promise pour signifier qu'il ne chérissait pas seulement son corps, mais aussi son âme. C'était un moment magique, une parenthèse d'amour dans cette période de frayeur, rappelant à tous que, quels que soient les combats auxquels se livrent les puissants, les gens simples n'aspiraient qu'à vivre normalement, à se marier, à avoir des enfants, à fonder une famille. Que pouvait-il y avoir de plus précieux au monde ? Par réflexe, Anna effleura les papiers professionnels qu'elle gardait toujours dans un vieux tube de poudre dentaire au fond de sa poche. Elle ne savait jamais quand elle pouvait être appelée et il était toujours préférable de rassurer les parturientes avant d'intervenir. Depuis 20 ans qu'elle exerçait sa profession de sage-femme dans cette ville, elle ne comptait plus les fois où elle avait été appelée pendant un repas, un verre avec des amis ou même au beau milieu d'une pièce de théâtre pour pratiquer un accouchement. De petites contrariétés qui s'effaçaient sitôt qu'elle se mettait au travail. Ce métier était un tel privilège à ses yeux. Chaque fois qu'elle contribuait à mettre un nouvel être au monde, un coin de son âme avait le sentiment d'être en train d'assister à la naissance du Christ. Et ce miracle lui ôtait toute fatigue. Quel pouvoir possédaient les chars et les fusils en comparaison d'un tel renouveau? Anna contempla Esther et secoua la tête. Ébahie par le passage du temps, l'adorable jeune femme qui se tenait devant son futur époux avait été l'un des premiers bébés qu'elle ait fait venir au monde. Elle sortait tout juste de l'école de sage-femme de Varsovie et redoutait encore d'exercer seule. Appelée aux aurores dans la maison si bien tenue de Ruth, elle avait été accueillie par l'époux de celle-ci, Mordecai, qui l'attendait sur le seuil en tirant furieusement sur sa pipe. Il avait bondi en la voyant avant de lui prendre les 2 mains. « Dieu merci, vous êtes là. Ma chère Ruth a besoin de vous. Vous prendrez bien soin d'elle, dites. Tout ira bien, n'est-ce pas ?» Il bredouillait comme un enfant et elle avait senti le poids de son âme peser sur elle. Ce jour-là, tout leur bonheur reposait entre ses mains. Elle s'était rappelé que ses mains avaient été formées dans la meilleure école de sage-femme de Pologne et, après une brève prière à Dieu, s'était empressée d'entrer dans la maison. Au bout du compte, elle n'avait eu aucun mal à exaucer le vœu de Mordecai, Ruth étant jeune, en bonne santé et accompagnée d'une mère pragmatique, qui l'avait forcée à serrer les dents et à pousser dès qu'Anna le demandait. La petite Esther arriva en moins d'1 heure, après quoi Mordecai s'était rué dans la chambre en la couvrant d'éloges. Anna lui avait assuré que c'était sa femme qui avait fait tout le travail, avant de se retirer. Il avait alors embrassé tendrement son épouse, puis a pris le bébé dans ses bras comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Et aujourd'hui, ce bébé est une femme. Anna écouta Esther jurer fidélité à Philippe d'une voix claire et assurée. Ils formaient vraiment un beau couple tous les deux, aussi timides et passionnés l'un que l'autre par la voie qu'ils avaient choisie dans la vie. Elle retrouvait un peu d'elle-même. Celle-ci envisageait sa carrière d'infirmière avec le plus grand sérieux et espérait qu'à l'instar d'Anna, elle pourrait continuer de suivre sa vocation tout en ayant une famille à elle. Bientôt, ce fut au tour de Philippe, fier et droit comme un i, de prêter serment face à sa future femme. Le seul avantage de cette occupation, songeait Anna, c'est que les jeunes hommes n'étaient pas encore appelés à se battre, raison pour laquelle Philippe et son témoin, Thomas, pouvaient être présents actuellement. Qui sait si ce Reich vorace n'allait un jour les mobiliser? Mais Hitler ne devait tout de même pas être assez fou pour demander à ses ennemis de se battre pour sa cause, ce qui laissait au jeune couple une chance de vivre ses prochaines années côte à côte. Malheureusement, le pauvre garçon ne pouvait plus travailler. La région de Łódź avait été annexée par le Reich et, 2 semaines plus tôt, les Allemands avaient interdit aux Juifs de travailler dans les industries textiles ou du cuir, loi ayant mis instantanément presque 50% de la communauté locale au chômage. L'apprentissage de Philippe se trouvait du même coup terminé et son père avait été contraint de céder son cher atelier à un gros Allemand aux doigts boudinés, dénué de talent.
La ville n'en serait que plus pauvrement vêtue, et pendant ce temps, les nouveaux responsables de Lodz avaient émis un ordre de travail obligatoire pour les Juifs. Ils les arrachaient de leurs maisons et de leurs bureaux pour les envoyer détruire les monuments polonais, balayer les trottoirs et changer les panneaux de signalisation. L'autre jour, Anna avait croisé 2 hommes qui pleuraient ouvertement en arrachant les nobles panneaux de la vieille rue Piotrowska pour les remplacer par de nouveaux indiquant Adolf Hitler Straße. Les nazis faisaient de même dans toutes les rues de la ville, effaçant les noms séculaires au bénéfice de noms allemands arrogants. Aucun bon Polonais n'utiliserait les nouveaux noms, mais ils étaient là à les narguer tout de même. Et puis il y avait les brassards. L'ordre était tombé il y avait quelques jours à peine, tous les Juifs devaient porter un brassard jaune de 10 cm de large juste sous l'aisselle, un emplacement choisi pour créer un maximum d'inconfort. C'était comme si le Moyen-Âge recommençait. Tant de chefs despotiques avaient imposé le port d'un insigne particulier aux Juifs au cours des siècles afin d'éviter tout brassage accidentel. Comme si les gens ne se parlaient pas, ne connaissaient pas les familles ou les histoires des autres. Comme s'il était du ressort de l'État de décider qui pouvait épouser qui. Anna avait croisé Ruth et Léa dans la rue l'autre jour. Les 2 sœurs s'inquiétaient de l'impact de cette décision sur les tenues de mariage qu'elles avaient soigneusement choisies et priaient pour que ce maudit décret ne soit appliqué qu'après le grand jour. Mais non. Les SS, les représentants les plus terribles et les plus sadiques des nazis, avaient arpenté les rues toute la semaine, pointant leurs armes sur tout juif non marqué en jaune et appuyant parfois sur la gâchette. Le vieil Elijah Arons, le meilleur boulanger de la ville, ne ferait plus de kolatchki ou de charlotka pour ravir ses innombrables clients. Il avait été abattu dans sa propre boutique pour avoir argué qu'il n'avait pas encore trouvé suffisamment de tissu jaune pour entourer son considérable biceps. Tous les membres de la congrégation réunis ce jour, à l'exception d'Anna et de Bartek, se trouvaient donc contraints de subir cette humiliation. Même la pauvre Esther avait dû s'y plier, bien que quelqu'un de malin, Philippe très certainement, ait cousu d'étincelantes bandes dorées autour de ses 2 bras, lui conférant un style de reine plus que de paria. La cérémonie touchait à sa fin. Anna s'arracha à ses sombres pensées pour revenir à l'instant présent, cependant que le voile d'Esther se soulevait à nouveau et que le rabbin prenait un verre afin que les époux y boivent à tour de rôle. Une fois le verre vidé, il le glissa dans un sac de velours, tira sur le cordon et le posa au sol devant Philippe. Le jeune marié regarda Esther, qui sourit pour l'encourager, et lui prit la main. La communauté avança, tandis que Philippe levait le talon et l'abaissait brutalement sur le verre. Anna entendit le premier craquement avant qu'il ne soit noyé parmi les acclamations de Mazal Tov et, se joignant au groupe, elle se dit que toutes les cultures pouvaient se sentir unies dans la bénédiction d'un mariage heureux, quelles que soient les langues ou les religions. Elle se tourna pour embrasser son propre mari, alors que, tout autour d'eux, les gens bavardaient joyeusement, s'embrassaient et se pressaient pour soulever les mariés et les faire défiler dans la synagogue. La fête aurait lieu dans la salle derrière l'édifice, mais on aurait juré qu'elle commençait déjà en voyant tous ces brassards jaunes tournoyer en un cercle d'or autour du jeune couple. Anna vit Esther rire aux éclats lorsque sa main fut arrachée de celle de Philippe par Thomaz, qui la hissa sur des épaules prêtes à l'accueillir, avant de jucher Philippe sur les siennes. Alors que le couple était porté sous les vivas dans la synagogue et que les applaudissements des invités prenaient un rythme exubérant, les portes s'ouvrirent tout à coup avec fracas et des coups de feu résonnèrent dans le bâtiment. La foule se figea lorsque des soldats SS firent irruption en criant en allemand « Raus, raus, sortez !» Anna vit les SS pointer leurs fusils sur Esther, encore perchée sur les épaules qui la portaient, et s'interposa sans réfléchir. « S'il vous plaît, dit-elle en allemand, c'est un mariage. » L'officier la regarda, surpris. Elle avait appris cette langue étant enfant et la parlait couramment. Cela lui avait été fort utile au fil des ans, car nombre de ses patientes étaient des Allemandes ayant immigré en Pologne. Mais jamais elle n'aurait cru devoir un jour l'employer avec des soldats. Un mariage ? Tout en scrutant la foule, l'officier leva un bras pour retenir ses hommes derrière lui, ce qui laissa à Esther et Philippe le temps de remettre les pieds sur terre. Il eut un rire mauvais. Un mariage juif, c'est exactement pour empêcher ça qu'on est là, madame. Pas question de laisser cette vermine se reproduire, il y en a déjà bien assez. Il la regarda de haut en bas, avisant son beau manteau dénué de brassard. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je célèbre l'amour, affirma-t-elle fièrement. Le rire se fit cette fois plus sombre, plus menaçant.
Du coin de l'œil, Anna vit Thomas monter la garde, tandis que Ruth et Mordecai faisaient sortir les mariés par la porte de derrière. Elle était heureuse qu'ils puissent s'enfuir, mais le reste de la communauté était toujours en danger. Les parents de Philippe, Benjamin et Sarah s'efforçaient de calmer tout le monde et de contenir la panique qui montait. « Que voulez-vous, monsieur » demanda-t-elle avec un effort surhumain pour rester polie. « Ce que je veux, détruire ce sale bâtiment et tous ces salauds de juifs avec, voilà ce que je veux, madame. Hé, toi, ne bouge pas !» L'homme venait de repérer la porte de derrière par laquelle d'autres invités essayaient maintenant de s'éclipser. Il s'y dirigea à grands pas et ramena à l'intérieur la demoiselle d'honneur d'Esther. Anna sentit son cœur se serrer. Du haut de ses 14 ans, Léa paraissait presque adulte quand elle était entrée derrière sa sœur, avec son chignon blond sur le haut de la tête et un soupçon de maquillage rehaussant ses traits. Mais elle ressemblait maintenant à une petite fille terrorisée, et pour cause, les fusils étaient si gros, vus de près, si affreusement puissants. Si les SS décidaient de s'en servir ici, les invités de Ruth et de Mordecai ne pourraient y échapper. « S'il vous plaît, répéta Anna, laissez-les partir. Il y a des personnes âgées ici et des enfants. » Des enfants juifs. Des enfants tout de même. Il la toisa, le visage déformé par la haine. « Ce n'est pas pareil, grogna-t-il. Les Juifs sont un fléau sur cette terre et il est de notre devoir de les éradiquer. » Anna en eut le souffle coupé. Elle avait vu des Juifs forcés de remplir des trous avec du sable, de fermer leurs boutiques et de se terrer chez eux, mais, jusqu'à cet instant, elle n'avait pas pris la pleine mesure de la haine des nazis contre eux. Il ne s'agissait pas d'un simple mépris, c'était une animosité fanatique. Soudain, prise de vertige, elle sentit le bras fort de Bartek se poser autour de sa taille comme il avançait. « Et nous vous en remercions, intervint-il avec calme, dans un allemand moins parfait mais tout à fait compréhensible. Simplement, quels sont vos ordres pour aujourd'hui ?» Anna faillit s'indigner de cette apparente complicité, avant de voir que les mots de son mari faisaient mouche. L'officier sembla tout à coup perdre un peu de son assurance. Les ordres, Bartek visait juste. C'était à ça que répondaient ses automates. « Nous avons l'ordre de détruire toutes les synagogues de Lodz. »« Mais pas les gens. »« Pas encore, jeta-t-il avec un soupçon d'hésitation. Dans ce cas, pour l'heure, vous devriez les faire sortir d'ici afin que de la rue, ils puissent voir leur lieu sacré s'écrouler devant eux. »« Absolument, s'écria l'officier, ce sera une humiliation et un avertissement de la puissance du Reich. Raus, beugla-t-il, avant que ces hommes ne reprennent l'injonction avec zèle. Léa ouvrit la marche vers les portes et tous se bousculèrent pour s'enfuir avant que le bâtiment ne soit détruit au-dessus de leur tête, comme cela avait eu lieu tant de fois dans l'histoire. Bartek se laissa tomber contre un pilier, la tête entre les mains. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit » gémit-il. « C'était malin et courageux et tu viens de sauver la vie de tous ces gens » le réconforta Anna. « Pour l'instant, peut-être. » Elle savait qu'il avait raison, pensait Anna, comme ils se précipitaient tous vers la rue Piotrowska, désormais Adolf Hitler Strasse. Les envahisseurs avaient pris leur ville, et maintenant, ils allaient diviser sa population. Simplement parce qu'un imbécile avait décidé que la petite fille qu'elle avait fait venir au monde 18 ans plus tôt, nue et innocente, avait moins de valeur qu'une autre et devait être éliminée de la surface de la Terre, ainsi que tous ses semblables. Ce n'était pas seulement la guerre, mais la fin de la civilisation. Et, tandis qu'elle rentrait chez elle, toute la beauté de cette magnifique cérémonie disparut de son esprit, remplacée par un terrifiant pressentiment. Il ne lui restait plus qu'à prier pour qu'Esther et Philippe passent quelques jours heureux ensemble, car ils auraient besoin de toute leur force dans les semaines et mois à venir.